Bonsoir Philippe Besson. Bonsoir Christophe Ondelat. En 3 présidents de la République, c'est déjà devenu une tradition. Un écrivain a accès aux coulisses et à l'intimité de la campagne présidentielle, et c'est vous qui avez obtenu cette autorisation d'Emmanuel Macron. Votre livre est sorti vendredi, il s'appelle Un personnage de roman, il est publié chez Julliard. Le temps de le lire ce week-end, et nous voilà donc. Alors d'abord, c'est très bien écrit. Bon, merci. Vous êtes écrivain. On ne s'ennuie pas en vous lisant, ce qui est une qualité intéressante dans un livre. Tant mieux. Mais je garde, en ayant achevé ce livre tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, je garde une grosse réserve. Vous le trouvez formidable. Vous êtes hagiographique. Et moi, du coup, je trouve ça énervant. C'est-à-dire que j'appartiens à la catégorie, je crois qu'on est très nombreux des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut penser. Ah, ça, vous avez raison de ne pas aimer qu'on vous dise de quoi penser. Moi non plus, j'aime pas. Après, je n'ai pas l'impression, moi, d'être hagiographique. C'est-à-dire que je revendique une absolue subjectivité, puisque précisément, vous le disiez, j'ai voulu faire un travail d'écrivain et pas de journaliste. Absolument. Je n'ai pas tenu à la même regard. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie à la fois de l'empathie parfois, de la proximité, et puis parfois aussi quelques coups de patte, puisque la complicité... Page 58, j'ai envie qu'il arrive. Oui, je dis pour mon livre. Vous dites point d'interrogation dans ma mémoire. De dire pour votre livre. Non, mais il y a cette idée que je pense que la proximité avec quelqu'un n'empêche ni la lucidité ni la franchise. Et il me semble qu'assez régulièrement, je lui envoie quelques pics bien sentis, parce que j'explique, par exemple, c'est quelqu'un qui écoute assez peu, qui a commis quelques erreurs, notamment au moment de la colonisation, crime contre l'humanité. Il y a des petites critiques au fur et à mesure, comme ça, mais des toutes petites critiques, et alors une passion totale. Non, pas une passion, je dirais pas ça. Je suis juste impressionné par 2 choses. La première, c'est un personnage qui décide de s'inventer son destin, c'est-à-dire qui effectivement part à l'abordage comme un corsaire, alors que franchement, il n'a aucune chance de gagner au départ. Souvenons-nous, il y a 1 an, je vous aurais, Christophe, écrit un récit de politique fiction qui se terminerait par la victoire d'Emmanuel Macron. Vous m'auriez dit, mon vieux, vous êtes complètement fou. Oui. Et vous auriez eu raison. Bon. Oui. Donc il y a cette idée-là, et cette idée justement d'une histoire impossible ou improbable et qui finit par se réaliser. Donc le romancier que je suis, il est évidemment titillé par quelque chose qui ne devait pas arriver. Voilà, donc c'est pour ça que je vais de ce côté-là. Et forcément, je suis assez éberlué en voyant la chose de l'intérieur, parce que je me dis quand même, ces gens-là n'ont pas d'expérience, n'ont pas de troupes, n'ont pas d'argent. Enfin, ils sont allés en chercher, mais ce que je veux dire, ils n'en avaient pas au départ, ils n'avaient pas celui des partis. Et puis, ils se débrouillent. Et puis, en même temps, il y a aussi un alignement des planètes incroyable, etc. Mais vous savez ce qui m'étonne? Vous avez 50 ans. Oui. Vous avez sans doute voté et adulé François Mitterrand. Oui, j'ai voté pour François Mitterrand, oui. Donc vous avez été déçu comme les autres. Comment est-ce qu'on peut, à 50 ans, se réinvestir dans une histoire en disant, lui, ça ne sera pas comme l'autre? Alors justement... Ça me dépasse. Je pense que vous parliez aussi de François Hollande, c'est ça que vous vouliez dire? Aussi. Oui, aussi. Alors, je vais vous dire, moi, en fait, justement, je suis un électeur de gauche orphelin. C'est-à-dire que je suis typiquement ce genre de personne qui a toujours voté à gauche, socialiste, et qui se retrouve à la fin du mandat de François Hollande à peu près dépité, à peu près déconcerté par un quinquennat raté, par des promesses trahies, sans doute, voilà, et des choses pas vraiment réalisées. Et je vois pas très bien qui incarne la gauche demain, et surtout, je me dis, la gauche, elle l'a perdue, cette élection présidentielle, elle peut pas la gagner. Voilà, elle est condamnée à perdre. D'ailleurs, souvenons-nous, à ce moment-là, on pense que la droite a un boulevard et qu'elle va gagner cette élection. Et puis surgit ce type qui s'appelle Emmanuel Macron, qui dit, je vais essayer de rassembler les bonnes volontés de droite et de gauche. Je me dis, bah tiens, c'est peut-être pas si mal que ça. Et puis surtout, moi j'ai un puissant désir, de renouvellement. C'est-à-dire, je suis comme pas mal d'électeurs français, de ce point de vue-là, lambda, qui se disent, ce type arrive et il propose d'envoyer un grand coup de balai à l'ancienne classe politique, de dire je vais faire le renouvellement, je vais faire la parité, je vais mettre des gens de la société civile, et je me dis peut-être que c'est ça dont notre pays a besoin. Donc c'est aussi pour ça que je le suis dans cette aventure, parce qu'elle est iconoclaste. Je vous avoue que si on m'avait demandé de suivre, ou si j'avais eu envie, si je m'étais dit tiens je vais suivre le candidat de gauche ou le candidat de droite, je pense que je me serais considérablement ennuyé. Avec Macron, on s'ennuie pas. Moi je vous jure que non, car je pense qu'on ne s'ennuie jamais dans quelques campagnes électorales que ce soit. Alors ça je suis d'accord avec vous. Laurent Binet pas ennuyé quand il a suivi la campagne électorale de Hollande. C'est vrai qu'une campagne, c'est un truc très turbulent, très étonnant, très imprévisible, avec des loopings, avec des choses qui arrivent et qui sont un peu insensées, avec des grands moments de découragement pour certains dans les équipes, avec de la fatigue, avec des grands moments d'euphorie, avec de l'aveuglement, de la manipulation. C'est vrai que c'est de ce point de vue-là, il y a un côté un peu thriller dans les campagnes électorales, ce que j'ai essayé de raconter dans le livre. Alors, il y a autre chose que je regrette bien, c'est qu'à aucun moment vous ne faites état, vous le dites, mais vous ne
vous y attardez pas, or cela aurait mérité que vous vous attardiez. C'est l'abstention. Au fond, Emmanuel Macron n'est élu que par 2/3 de la moitié des Français. Et c'est la totalité de son problème d'aujourd'hui. Et ça ne vous vient pas à ce moment-là? Je pense que l'abstention, elle est la conséquence. J'en parle un peu en disant qu'elle est la conséquence de la désillusion des Français à l'écart de la classe politique. Le problème, encore une fois, c'est que souvenons-nous qu'on est dans une campagne dans laquelle beaucoup d'électeurs de gauche, dont moi, sont orphelins ou déçus, et beaucoup d'électeurs de droite sont quand même désemparés par ce qui se passe à droite, par la campagne menée par François Fillon. Donc ça n'aide pas, je dirais, à l'engagement. Au fond, les 3 seuls candidats qui ont suscité un tant soit peu d'adhésion sont Mélenchon, Le Pen et Macron. C'est-à-dire qu'ils ont susciter un peu quelque chose, voilà. Mais ça suffit pas à faire la participation habituelle parce que les 2 camps traditionnels se sont affaissés. J'essaie de le raconter aussi, mais parce que ceux qui ont capté l'attention, me semble-t-il, c'est effectivement ceux qui portaient un discours disruptif, transgressif, iconoclaste. Mais on n'est pas fasciné par Macron si on résume les choses en disant qu'au fond, il se retrouve face à Marine Le Pen au second tour. Ouais. La moitié des Français ne vont pas voter au second tour. La plupart ou beaucoup des gens qui votent pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen, votent pour lui parce que François Fillon s'est planté et ça il n'y est pour rien. Bien sûr, bien sûr. Donc au final, on ne sait plus s'émerveiller si on met tout ça bout à bout. Oui, alors je peux comprendre ce que vous dites et en même temps, souvenez-vous que pour autant la campagne d'Emmanuel Macron est une des seules qui est portée par des valeurs positives. C'est-à-dire qu'on a quand même eu face à nous des candidats qui nous ont dit « tout va très mal, Madame la Marquise, et rassurez-vous, ça va être encore pire après ». Et d'ailleurs, on vous promet du sang et des larmes. Et lui, il dit « je vais vous porter un discours d'optimisme, d'enthousiasme, une promesse, un espoir ». Alors, je pense que le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, la réalité le rattrape et que, évidemment, la réalité n'est pas aussi n'est pas aussi optimiste et espérante que ce qu'il y avait dans la campagne. Donc, en tout cas, mais lui a été élu sur ça. Et encore une fois, je reviens à ma posture d'écrivain là-dessus. C'est plus intéressant de s'intéresser à un souffle que de s'intéresser à des gens qui sont en train de donner le dernier souffle. Alors, il y a un moment qui est délicieux, on va terminer là-dessus. C'est ce moment où ils se sentent obligés de dire qu'il n'est pas homosexuel et qu'il n'a pas couché avec le PDG de Radio France, Mathieu Gallet. Et vous écrivez, page 53, « Je me flatte de posséder un radar infaillible, donc un radar à homosexuels, puisque vous êtes homosexuel lui-même, c'est le sujet de votre livre précédent, sorti en début d'année. Je serais bien en peine de déceler la moindre parcelle de vérité dans cette légende urbaine. » Et vous ajoutez, « Il est tragiquement hétéro. » Et là, je me dis, j'ai la clé, il y a un peu d'amour dans cette histoire. Vous le badez. Non. Un peu. Non, je l'aime bien, c'est autre chose. Mais c'est pas lié à ça. Non, en revanche, si je me permettais, je voudrais juste quand même revenir sur cette légende urbaine qui n'est assise sur rien du tout, parce qu'il n'y a rien à l'appui de ça, il n'y a pas un témoignage, pas une photo, etc. Et ce qui m'intéressait dans cette rumeur assez folle, qui moi m'a paru aussi cinglée que si on m'avait dit, vous savez, Emmanuel Macron est noir, j'aurais dit, ben non, je crois pas en fait. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est que vous vous trouvez face à de l'homophobie et de la misogynie. Homophobie, pourquoi ? Parce que cette rumeur, elle est utilisée uniquement pour dire « mais vous imaginez bien que si ce monsieur est homosexuel, il ne peut pas prétendre être président ». Ce qui est quand même très grave. Et la deuxième chose, la misogynie, parce que d'où ça vient au fond ? C'est un jeune homme délicat, élégant, qui a épousé une femme de 24 ans de plus que lui, ne peut pas être normal. Et moi, je trouve que c'est 40 ans de féminisme qui s'écroulent, et je pense à toutes les femmes de plus de 50 ou 60 ans qui sont aimées par des gens plus jeunes qu'elles. Et ben, dites donc, c'est pas gentil du tout pour elles. Donc, au moins pour ça, le féministe que je suis s'insurge contre une bêtise pareille. J'en reviens à ce que je disais au début. Avantage, on ne s'ennuie pas en lisant ce livre. Merci. Et dans ma bouche, c'est le plus grand des compliments. Philippe Besson, un personnage de roman publié chez Julliard. Merci. Europe.